Le 20 mars dernier sortait Ultra, une nouvelle production Netflix qui retrace l'histoire d'un ultra du Napoli, banni des stades et désireux de changer de vie. Bien que contesté par le mouvement lui-même, pour la première fois, les ultras sont mis sur le devant de la scène. Un ultra est pour Antoine Boutonnet, commissaire de la lutte contre le hooliganisme en France, des groupes de supporters qui aiment se retrouver en groupe pour encourager leur équipe, qui créent des animations ou des tifos. C'est ce que l'on appelle plus communément le 12e homme. Ils aiment être autonomes par rapport à leur club et à sa gouvernance. Ils veulent cependant pouvoir peser sur un certain nombre de décisions. Les ultras ne sont pas forcément adeptes de la violence, mais sont prêts à en user pour défendre leur groupe envers et contre tout. Pourtant, l'amalgame entre ultra et hooligan est toujours présente dans nos sociétés. Pourtant, quasi tout oppose les deux termes. Alors que l'ultra cherche à supporter par tous les moyens son équipe au stade, en participant au spectacle, les hooligans vont avoir pour fondement même la violence. On retrouve les origines de l'hooliganisme en Angleterre dès la fin du 19e siècle, alors que le mouvement ultra, lui, naîtra un demi-siècle plus tard, dans le nord de l'Italie. D'ailleurs, dès leur création dans les années 70, les premiers groupes ultras vont très vite vouloir se détacher de l'image violente des hooligans, image qui leur est étiquetée depuis le drame du Heysel, où 39 supporters ont trouvé la mort suite à une bagarre entre deux groupes de supporters de Liverpool et de la Juventus de Turin lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de l'actuelle Ligue des champions. Le terme ultra sera pour la première fois employé dans les années 60 par la presse italienne pour qualifier ce qu'elle appelle les supporters excessifs. Dans la même période, l'Italie traverse ce que l'on appelle les années de plomb, une période de tension politique extrême débouchant sur des bagarres de rue et des actes de terrorisme. Le mouvement ultra va alors trouver sa source même dans ces manifestations. Les ultras sont de jeunes manifestants issus des cortèges d'extrême gauche qui apportent dans les tribunes des pratiques propres aux organisations politiques radicales, comme l'indépendance à l'égard des institutions, la culture de l'anonymat, la solidarité entre les membres ou encore l'autofinancement. C'est ainsi que les premiers groupes ultras vont prendre comme nom le nom des milices d'extrême gauche de l'époque. C'est ainsi que naîtra les Tupamaros à l'AS Roma ou encore la Brigade Noire et Rouge à l'AC Milan. Dans le même temps, les ultras vont s'approprier les virages des stades pour se rassembler. Chaque groupe va se forger sa propre identité, ses propres chants. Ainsi, chaque groupe d'ultras va disposer de sa propre bâche qui reprend les couleurs de son identité. La bâche est pour les ultras ce qu'est un drapeau pour une nation. Les ultras ne vont pas représenter seulement un club, ils représentent leur territoire, leur ville ou leur quartier. Il y a un ancrage territorial très fort au sein du mouvement ultra. En Espagne par exemple, les Bucaneros, le groupe ultra du Rayo Vallecano, se veut être le représentant d'un club et d'un quartier populaire de Madrid. En France, les ultras du Racing Club de Lens se veulent être les représentants de la classe ouvrière et populaire de la région. Ainsi, à chaque mi-temps, le COP reprend a cappella les paroles des colorants, célèbre chant qui met à l'honneur le passé minier de la région et rend hommage aux 130 mineurs qui ont construit le Stade Bollard dans les années 30. Les ultras ne sont pas que des acteurs d'un club, mais aussi représentent une identité. Très vite, le mouvement va s'étendre hors de l'Italie, en Espagne d'abord, avec Séville, Madrid et Barcelone. En France, les premiers groupes ultras vont être créés dans les années 80 avec Marseille et les commandos ultras, puis à Nice, Paris, Saint-Étienne et Lyon. Contrairement à l'Italie, le mouvement ultra français peine à se détacher de l'image de groupes violents et certains clubs vont les diaboliser dès leur création. C'est notamment le cas à Bordeaux où le président Bèze déclare publiquement qu'il faut chasser les ultras en réponse à la création des ultramarines. Cependant, certains présidents préfèrent adopter une politique souple avec les ultras, comme le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas qui déclare « Ma politique avec les ultras, il faut travailler avec eux et depuis plus de 30 ans on a une relation formidable. » En effet, il a une relation toute particulière avec ces groupes d'ultras. Pour l'anniversaire des 30 ans des Bad Guns, le plus grand groupe d'ultras de l'OL, Aulas brandissait un fumigène pour l'occasion. À Lyon, les chefs des groupes sont invités à la présentation des nouveaux joueurs et du staff, par exemple. Certains joueurs ont également une relation très proche avec les ultras de leur club. Anthony Lopez, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais par exemple, est connu pour avoir une relation très proche avec le COP Virage Nord. Il initie assez régulièrement des chants à la fin du match, offre son maillot aux Bad Guns. A contrario, des joueurs peuvent avoir des relations difficiles avec les ultras de leur club, pouvant aller jusqu'à déstabiliser un club tout entier. Dernièrement, Marcelo, défenseur de l'OL, a été pris en grippe par une bonne partie des Bad Guns à la suite d'un échange houleux avec un membre du groupe lors d'un retour de déplacement après une défaite en Ligue des Champions contre le Benfica. Dans les années 2000, le mouvement ultra français va voir son image de nouveau être dégradée par la violence de certains groupes. Au Parc des Princes, la rivalité entre Boulogne, les anciens, et Auteuil, les nouveaux, ne cesse de s'accroître. La rivalité atteindra son paroxysme en 2010 après qu'un membre de Boulogne soit battu à mort par des membres d'Auteuil.
Cette bagarre entraînera la création du plan Le Prou, qui entraînera la dissolution de tous les groupes ultras du Paris Saint-Germain. Des centaines d'interdictions de stade seront prononcées et marquera le début de la véritable répression des ultras en France par les autorités. L'année d'avant, les supporters parisiens avaient déjà fait l'objet d'un scandale avec ce que l'on appelle la banderole de la honte. Lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens, le groupe des Boulogne Boys ont déployé une banderole violente envers les Lensois. On pouvait lire « pédophile, chômeur, consanguin et bienvenue chez les ch'tis ». Cette banderole entraînera la dissolution du groupe par le gouvernement en France, une première. La provocation entre ultras est récurrente dans le monde des ultras. Plus tard, les ultras lyonnais déploient les guns inventaient le cinéma pendant que vos pères crevaient dans les mines lors d'un derby les opposant à Saint-Étienne. Dans les années 2010, les interdictions de déplacement ont commencé à fleurir chez les ultras français, avec la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, permettant un renforcement des sanctions. Les interdictions de déplacement sont devenues quelque chose d'hebdomadaire dans le championnat de France, sans pour autant toujours être justifiable. L'usage d'engins pyrotechniques est fortement réprimandé par des interdictions de stade pouvant aller jusqu'à 2 ans. Les clubs se voient régulièrement sanctionnés de matchs à huis clos. Le dialogue entre ultras et les autorités est aujourd'hui au point mort et les relations sont de plus en plus tendues, comme en témoignent les chants et les banderoles à l'encontre de la Ligue et du ministère. Plus récente, la loi de l'arrivée permet aux clubs de refuser la vente de billets à des supporters qui ne sont pas interdits de stade. La loi permet également le fichage de supporters. Malgré tout, les ultras se sont très bien implantés dans le paysage footballistique français. 5 équipes se distinguent avec leur groupe d'ultras. Le Paris Saint-Germain avec le collectif Ultra, Saint-Étienne avec les Magic Fans et les Green Angels, Marseille avec les Commandos Ultra et les South Winners, Lens avec les Red Tigers et le COP 100 et Or, Lyon avec les Bad Guns et Lyon 1950. D'autres groupes sont également très connus, comme les Ultramarines, la Brigade Loire, les Ultra Boys, le Coq Rouge. Certains groupes d'ultras affluent même sur le surnom qui est donné à leur stade. Assis Geoffroy Guichard, le saint de Saint-Étienne, est également appelé le Chaudron en référence à l'ambiance volcanique qui est émise par les ultras stéphanois à chaque match. Les groupes d'ultras ont des influences importantes au sein de la direction de leur club. Certains groupes ont la main mise par exemple sur la gestion des abonnements et des tarifs, comme c'est le cas à Lyon. Ils peuvent aussi faire pression sur la politique sportive de leur club. Lassés par les performances médiocres de leur équipe, les ultras bordelais vont en 2016 rencontrer leur président et boycotter le stade afin d'obtenir le limogeage de l'entraîneur de l'époque, Willy Sagnol. Les conflits entre les ultras des différents clubs sont fréquents. Caillassage de bus, vol de bâches, insultes. Cependant, ils partagent tous la même vision du foot en s'opposant au foot business et en militant pour une influence populaire dans les stades. En 2016, les ultras parisiens étaient allés jusqu'à attaquer leur club en justice après que la direction ait voulu s'approprier le slogan des ultras parisiens « Ici, c'est Paris ». Dans d'autres camps, des groupes d'ultras de clubs différents se lient d'amitié. Les relations entre Stéphanois et Bordelais sont par exemple plus que cordiales. En 2014, à la suite d'une politique de fouilles extrême à l'entrée du parcage visiteur, les ultras lillois avaient invité leurs homologues nantais à passer le match dans leur virage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a permis de voir un petit peu plus clair sur la notion d'ultra. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement hooligan, allez voir le film Hooligan qui retrace le mouvement hooligan dans le club de West Ham. Et pour en savoir plus sur les ultras, je ne peux que vous recommander ces 3 livres, surtout en cette période de confinement. Ultra mode de vie, Ultra les autres protagonistes du football et les groupes de supporters ultra. Tous les liens seront en description. C'était Nico, ciao ciao.